Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Au sommaire de ce numéro, l'Europe est-elle en danger imminent d'explosion? Après le Brexit, c'est la Grèce qui pourrait allumer la mèche. Lundi prochain, Athènes sera au cœur d'une énième réunion, mais qui pourrait faire date? Les ministres des Finances seront appelés à trancher sur un vrai sujet, la dette. Enrayer une partie ou pas? Si c'est le ou pas qui l'emporte, il y a de très fortes chances de voir le Grexit se concrétiser d'ici l'été et cette fois, l'Europe ne s'en relèverait pas. Où en est-on sur le front mondial du chômage? Il fait des ravages en Grèce, vide l'Italie de sa jeunesse, mais il reflue derrière la ligne du plein emploi au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Pourtant, même dans ces pays, beaucoup de gens ont renoncé à chercher un travail et ceux qui en ont ne vivent pas toujours correctement. Le travail est-il en train de muter? Va-t-il en quelque sorte disparaître? Et puis Donald Trump persiste et signe. Puisque son décret anti-immigration est bloqué par la justice, il va en écrire un autre. Aux États-Unis, la fronde s'organise dans les milieux économiques. Après la Silicon Valley, ce sont les restaurateurs qui passent à l'action. Bonjour à tous donc et bonjour à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table honneur aux dames Céline Antonin, économiste donc à l'OFCE. Vous êtes aussi maître de conférence à Sciences Po. À ma gauche, il y a Jacques Généreux, professeur à Sciences Po aussi, chers collègues, et auteur de cet ouvrage « Les bonnes raisons de voter Mélenchon » que vous voyez donc à l'antenne, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis, à ma droite, il y a Christian Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Professeur d'économie, bien sûr, au Centre national des arts et métiers. Conservatoire, merci. Conservatoire, pardon. Conseiller de Paris pour les Républicains et auteur de Relever la France, état d'urgence, que vous voyez aussi sur votre écran, aux éditions Odile Jacob. Il y a comme un air de déjà-vu dans notre premier sujet de débat, la Grèce. Dedans ou dehors, Grexit ou pas Brexit. Lundi prochain, c'est un scénario bien huilé qui va se dérouler à Bruxelles. Les ministres des Finances doivent décider s'ils versent ou non une tranche de prêt à Athènes, car en juillet prochain, la Grèce doit rembourser 7 milliards d'euros aux Européens. Si elle ne le fait pas, elle sera en défaut et donc elle risque l'exclusion. C'est un risque existentiel pour la monnaie unique. Et comme d'habitude, l'Europe se demande, reverra-t-elle la couleur de son argent ? Elle demande donc des efforts à la Grèce et l'aide du FMI, grand expert de l'assainissement financier. Et c'est là que le bas blesse. Plus personne n'est d'accord. Le FMI veut rayer une partie de la dette de la Grèce, sinon il ne financera plus. L'Europe dit niet et demande de nouvelles réformes. Mais dans la rue grecque, comme au gouvernement, l'austérité qui dure depuis 6 ans donne la nausée. Écoutez. Avec ces mesures d'austérité, ils veulent prendre nos terres. Ils veulent que des multinationales s'installent et nous fassent travailler sur nos propres champs. C'est ça leur but. La campagne est en train de se déserter. Alors on va aller où? À notre âge, qui va nous embaucher? Nos enfants sont au chômage et nous avons des impôts, des problèmes de retraite. Tout fout le camp. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Jusqu'ici, on arrivait à se débrouiller. Mais s'ils mettent en place ces mesures d'austérité, alors même la nourriture que l'on produit nous sera enlevée. Au nom de notre dignité européenne à tous, nous devons faire très attention, surtout dans de telles circonstances. Surtout face à un pays qui a été pillé et un peuple qui a fait et continue de faire d'immenses sacrifices au nom de l'Europe. Nous devons trouver le bon équilibre entre durabilité fiscale d'un côté et prospérité de l'autre. Et la nécessité d'adresser les problèmes et les inquiétudes de ceux qui souffrent de la pauvreté et du chômage. Alors, est-ce que 2017 sera l'année du Grexit? À force de crier au loup, c'est vrai qu'on n'y croit plus, mais il y a deux choses qui ont changé. Il y a eu le Brexit, ça crée un précédent, et puis la croissance économique est de retour en Grèce. Je me tourne vers vous, Céline Antonin, vous y croyez, vous, au Grexit cette année? Comme vous le dites, rien n'est impossible, mais il ne me semble pas que ce soit le scénario le plus probable. Moi, je crois surtout que le problème grec, finalement, il dure depuis 2009, et on voit bien qu'on n'a pas vraiment réussi à le régler. Alors effectivement, on a eu 3 plans d'aide successifs. Là, on est dans un 3e plan d'aide de 86 milliards d'euros. Le problème de ce plan d'aide, c'est que
un petit peu, j'allais dire, et peut-être encore plus que les autres précédents, il a permis de retarder un peu l'échéance, finalement, de maintenir la Grèce à flot, mais il ne résout rien. Et d'ailleurs, ce plan d'aide, alors il y avait un bras de fer qui s'était instauré entre d'un côté la Grèce et de l'autre les créanciers. Les créanciers disaient on vous demande quand même des mesures assez drastiques, donc je rappelle des hausses de prélèvements sur les ménages. Beaucoup de hausses d'impôts, baisse des pensions de retraite. Et carrément réforme des retraites aussi, qui était quand même assez dure. Donc ça, c'était la condition. Et Alexis Tsipras voulait en échange obtenir finalement un effacement partiel de la dette. C'est ça l'enjeu. Or, on n'y est pas et les Européens n'en veulent pas, alors que le FMI a redit, et il y a eu encore un rapport en janvier 2017 qui dit que que c'est insoutenable pour la Grèce, puisqu'on lui demande en fait un excédent budgétaire donc primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt de 3,5% du PIB, et en fait, c'est un excédent qu'aucun pays n'arrive à tenir. Donc, du coup, on demande des conditions très difficiles. Sans prévoir cet effacement de la dette, moi, je crois qu'à un moment donné, il va falloir clairement que les Européens s'attellent à cette question d'effacer une partie de la dette. Est-ce que vous êtes du même avis, Jacques Généreux? Est-ce qu'il n'y a pas le choix, finalement? Est-ce qu'il faut effacer une partie de la dette grecque? Écoutez, c'était la solution dès le départ. Bon. La Grèce était déjà surendettée au début de la crise en 2009, mais elle est passée d'un taux d'endettement de l'ordre de 110% à 180%, et maintenant ça continue d'augmenter. Après 3 plans de sauvetage qui étaient censés aider à rétablir la situation des finances publiques grecques. Pourquoi ? Parce que quand on est face à un problème d'insolvabilité, c'est-à-dire d'une dette dont tout le monde sait, tous les experts savent depuis le début qu'elle est en grande partie impayable, il n'y a qu'une seule solution. Même si on peut avoir tout le dire que c'est pas terrible, c'est pas bien, aléa moral, tout ce qu'on veut. Mais quand les gens ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas payer. Et donc la seule solution, et ça finit toujours comme ça dans l'histoire, c'est effectivement une restructuration, une annulation très large ou un rééchelonnement tellement long que ça revient quasiment à une annulation, qui pouvait du coup avoir pour contrepartie des exigences de réformes structurelles en matière d'amélioration du système fiscal, etc. Et il y en a eu d'ailleurs. Mais la méthode qui a été adoptée, qui est celle d'imposer des plans d'austérité, évidemment, était une ânerie totalement débile. Voilà. C'est pour ça que dans mon livre précédent, qui est paru à l'automne, La déconomie, je parle véritablement d'une déconomie européenne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment dans quelque chose de stupide. On peut citer quelques chiffres sur l'appauvrissement de la dette de la Grèce, avec par exemple en gros un quart du PIB, un quart de la richesse nationale qui a fondu depuis 2010. Le taux de chômage est à 25%, voilà. Le taux de pauvreté à 20%, etc. Donc c'est une ânerie économique totale et stupide. Et le problème, la responsabilité des pays européens, de la France en particulier et de l'Allemagne, est énorme. Parce que il n'y a aucune espèce d'argument économique contre la restructuration. C'est la seule solution. Je me tourne là vers Christian Saint-Etienne pour qu'on partage un petit peu la parole. Il n'y a peut-être pas d'argument économique, mais il y a des arguments politiques. Et c'est avant je me réfère au calendrier électoral peut-être qui nous attend. C'est-à-dire avant d'arriver à la politique, le débat économique est factice. La dette de 180 points de PIB ne veut strictement rien dire, puisqu'en réalité, c'est totalement nominal. Les accords ont abouti à quoi? À ce que le paiement effectif de service de la dette est plafonné à 2,5% du PIB. C'est plus bas que ce que payent les Espagnols ou les Portugais. Vous pensez qu'il ne faut pas effacer une partie de la dette? Je suis en train de dire que dans les faits, on fonctionne comme si la dette grecque avait été ramenée à 70 points de PIB, puisqu'il ne paye que 2,5 de services. Donc, c'est très important pour les auditeurs. Alors qu'elle est à 180 aujourd'hui. Donc, en fait, ils ne payent pas à hauteur des 180. En réalité, on leur fait des taux concessionnels extrêmement bas, des remises de paiement qui font qu'ils payent très peu. Oui, on a rééchelonné. Mais voilà. Mais attendez. Le calendrier est important, mais vraiment, parce qu'on ne va pas pouvoir... Il faut bien prendre une décision. J'entends ce que vous dites. Mais c'est pas secondaire. Il faut prendre une décision alors qu'il y a un calendrier électoral qui est extrêmement serré. Le mois de février, c'est le dernier mois en Europe où il n'y a pas d'élection vraiment fondamentale. Et la première de ces élections, c'est aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, c'est le pays de Jurgen Dijsselbloem, je dis peut-être pas bien son nom, mais c'est le patron de l'Eurogroupe, et il y a des populistes derrière lui. Est-ce que les pays européens vont pouvoir prendre une décision dans ce contexte? Mais ils l'ont déjà prise, puisqu'ils ont donc plafonné le remboursement, la charge de la dette à 2,5. C'est comme si on avait divisé la dette par 2. Donc la question qui est posée par le FMI, c'est la suivante. Dans les faits, sur le plan économique, vous avez divisé la dette par 2.
Est-ce que vous êtes prêt à le reconnaître officiellement? Est-ce que vous êtes prêt à dire, puisque le service correspond à 90 points de PIB, on divise la dette par 2 et puis on n'en parle plus? Et c'est là où l'aléa moral et les questions politiques entrent en jeu. C'est que les Allemands, en gros, qui étaient parfaitement compris ce qu'on faisait, ils sont prêts à dire on plafonne à 2,5, mais on ne peut pas accepter de diviser la dette nominale parce que pour un Allemand, effacer la dette d'un débiteur, c'est une question morale insupportable. Alors pour un Allemand, c'est une question morale, mais pour un Grec, on a vu l'agacement et même le désespoir de certains Grecs dans la rue. Demander d'autres efforts, est-ce que c'est possible, être généreux? Mais il faut quand même raison garder et aller à l'essentiel. Ce que dit Christian Saint-Etienne est tout à fait vrai. Il demeure et il n'empêche que même si on leur fait payer moins, effectivement, avec des conditions de financement extrêmement basses, en dépit de cela, en raison des contreparties, des conditions qui sont exigées, dont certaines sont raisonnables, certaines réformes structurelles, par exemple, faire qu'il y ait un système fiscal plus efficace, à assiette plus large, qui collecte effectivement l'impôt, ça c'est bien. Mais tout ce qui concerne l'austérité, la baisse des salaires, etc., c'est une stupidité. Et le résultat, c'est que malgré ce que vient de dire Christian Saint-Etienne, le taux d'endettement, de fait, ne cesse d'augmenter. Donc il y a bien un moment où effectivement, il va falloir avoir cet acte de réalisme et surtout changer les conditions. Donc même le FMI, qui, au départ, il y a le début de la crise, était plutôt sur la ligne uniquement des réformes politiques de l'offre, baisse des coûts, etc., a fini par reconnaître que dans l'Europe en général, ça avait été une grosse bêtise de ne pas faire une relance aussi par l'investissement public, c'est-à-dire une relance keynésienne qui soutienne réellement l'activité et la demande, parce que nous avons, il faut bien le rappeler, quand même une longue récession en Europe qui a été due à des politiques d'austérité. Ah, c'est pas un autre débat, parce que ça veut dire que ce qui se joue encore maintenant, c'est... est-ce qu'on va continuer d'imposer des conditions absurdes? Je crois en effet que le problème est que le scénario du Grexit n'est pas le plus probable. Pourquoi? Parce que les Grecs, pour le moment, ne sont pas encore majoritairement dans la population favorable à une sortie de l'euro. Et personne ne peut, si vous voulez, en quelque sorte, les y obliger. Vous êtes d'accord avec ça? Donc Céline Antonin, je termine d'un mot. La crainte, c'est qu'avec un gouvernement qui ne veut pas brandir cette menace, effectivement, de la sortie de l'euro, il soit amené à continuer à accepter les conditions quelles qu'elles soient. Et comme dans ces conditions, il y a des choses qui sont absurdes, qui maintiennent la Grèce dans un état d'une économie quasiment détruite, la soi-disant reprise de l'activité, c'est un leurre. D'un mot, il faut vraiment... Non, mais moi, je suis globalement d'accord, notamment sur le calendrier des réformes et sur ce qui a été imposé. Effectivement, on sait très bien maintenant, on en a parlé avec le débat sur les multiplicateurs budgétaires, du fait que faire de l'austérité au moment de la crise et ensuite, enfin, je veux dire, pour ramener le plus rapidement possible les déficits à un niveau acceptable, c'était une contre-vérité qu'il aurait fallu, à ce moment-là, au contraire, laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Voilà. Donc ça, c'était à mon avis vraiment une nécessité. Non, mais si on regarde la dette, si on lit ce que dit le FMI, en 2060, au rythme actuel, on est à 275% d'endettement public. C'est la grande peur. Alors, on va être obligé de s'arrêter là sur ce thème. Je suis désolée, on n'a plus du tout le temps. Donc, on va marquer une petite pause parce qu'il y a un journal. Il faut quand même laisser la place à l'actualité sur France 24. Et on se retrouve dans quelques minutes et on aborde un autre thème qui va nous passionner, qui est le chômage et l'emploi. Ça risque là aussi de discuter ferme sur le plateau. À tout de suite. Avec Explore, découvrez les destinations adaptées à votre budget sur kayak.fr. Chez Poltron et Sofa, remise de 50% plus remise supplémentaire jusqu'à 40% sur les derniers modèles d'exposition. Dépêchez-vous! Les doubles soldes Poltron et Sofa se terminent mardi. Poltron et Sofa, artigiani della qualità. Ils ont pris des objets de valeur? Oui. Mes lunettes. Ça va aller, monsieur. Chez Général d'Optique, fini les lunettes qui valent une fortune. Pour 1 € de plus, une deuxième paire dans tout le magasin et jusqu'à 200 € de chèque cadeau pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Décédé en octobre 2016, il était le chef d'État le plus riche du monde et depuis le plus longtemps en exercice. Vivant, il était adulé comme un dieu. Des centaines de milliers de personnes célèbrent aujourd'hui sa mémoire. La mort du roi thaïlandais Bhumibol Adulyadej, à l'âge de 88 ans, a plongé la nation dans le désarroi.
L'héritier saura-t-il porter les rêves d'une nation en attente d'un nouveau guide spirituel? Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.